Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 30 mars 2019. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Another shocking incident grieves the town of Douala. This time around, it is the death of 4 kids. They died in a station car in the New Bell neighborhood in the Douala 2 municipality. They suffocated in the car in which they were playing in this afternoon. Plus, a crisis meeting is ongoing at the Daido District Hospital following the incident which took place at Government Balingua High School, Daido. The crisis meeting is being presided over by the Littoral Regional Delegate of Public Health. More in this newscast. À la une de ce journal, la ville de Douala sous le choc après la découverte des corps de 4 enfants dans un véhicule abandonné au quartier New Bell. Ils se sont retrouvés coincés à l'intérieur de la voiture après une partie de jeu. Les circonstances mystérieuses de ces disparitions ont provoqué le courroux des habitants. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette scène d'horreur vécue au quartier New Bell, dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala. 4 enfants ont été retrouvés sans vie dans un véhicule abandonné non loin du collège évangélique. Selon des sources, les enfants ont eu la malencontreuse idée de s'amuser dans les épaves de cette voiture. C'est alors qu'ils se sont retrouvés coincés à l'intérieur du véhicule, une triste découverte qui a plongé le quartier New Bell dans les mois et la consternation. Le reportage de Gladys Sidi. Ambiance inhabituelle au quartier New Bell dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une foule immense réunie autour d'une voiture. Les uns et les autres inspectent le véhicule comme pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est dans ce véhicule que des enfants ont été retrouvés. Les portes ont été forcées pour extraire les corps inertes de ces 4 enfants, dont l'âge varie entre 2 et 5 ans. Ils ont été coincés dans ce véhicule dans lequel ils s'étaient réfugiés pour jouer, rapportent des voisins. Les parents qui s'étaient rendus compte de leur disparition dans la matinée ont entamé des recherches dans le quartier pour les retrouver, sans succès. Ce n'est qu'en soirée que les corps ont été découverts dans cette voiture. Hélas, trop tard. Parmi les 4 enfants décédés, 2 sont d'une même mère. Parents et voisins sont partagés entre colère et incompréhension face à ce drame de trop qui touche une fois encore des enfants. Les circonstances de ce drame en rappelle bien d'autres cas enregistrés par le passé dans la ville de Douala. Et au lendemain du drame enregistré au lycée bilingue de Daido, toujours ici à Douala, de fausses informations circulaient sur les réseaux sociaux annonçant le décès de la maman de Sano Osman, le petit garçon poignardé par son camarade de classe hier vendredi. Eh bien, il n'en est rien. La maman est bel et bien en vie et continue de pleurer la mort de son fils arraché brutalement à la vie. Selon des sources, c'est plutôt la maman de l'un des 3 élèves interpellés qui a été victime d'un AVC après avoir appris la nouvelle de l'interpellation de son fils concernant cette affaire. Les inspecteurs pédagogiques, pour leur part, interpellent le gouvernement sur l'urgence de réorganiser les lycées au Cameroun et revoir la discipline en milieu scolaire. Toujours concernant ce décès, une réunion de crise se tient depuis quelques heures à l'hôpital du district de Daido, avec comme point essentiel les critiques dont fait l'hôpital sur notamment à la suite des images prises en salle de réanimation et qui circulent sur les réseaux sociaux. La dite réunion, faut-il le préciser, est présidée par le délégué régional de la santé pour le littoral. Autour de la table, le directeur de l'hôpital, le surveillant général, le major de la réanimation, toutes les infirmières présentes quand l'élève Sano Blérios a été admis à l'hôpital. Les résolutions restent encore attendues.
Et c'est un coup dur pour le SIF, Social Democratic Front, qui vient de perdre une autre figure de ce parti politique. Le député du Nord-Ouest, Joseph Mbananzem, est décédé aux premières heures de cette matinée des suites de maladie. Il n'avait pas été aperçu durant la session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale en cours. Joseph Mbananzem était jusqu'avant sa mort président du groupe parlementaire SIF et membre de la commission de défense nationale et de sécurité à la Chambre basse du Parlement. Dans le reste de l'actualité, la communauté urbaine de Douala fait le point sur les multiples batailles liées au recasement des commerçants sinistrés du marché Congo au lieu dit TZF. Le docteur Frit Netonnet précise que la communauté n'a autorisation à recueillir pour implanter ce marché provisoire. Déclaration faite hier à Douala au cours d'une session ordinaire. Les précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Jean-Paul Chuniat. À la suite de la sortie courroucée de l'exécutif municipal de Douala 2e, condamnant la communauté urbaine de Douala d'avoir sans son aval recasé les sinistrés du marché Congo au lieu dit TZF, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala met les points sur les i, précisant qu'il n'a de compte à rendre à aucune commune d'arrondissement sur cette affaire. En termes d'implantation, de construction, je ne me sens pas dans l'obligation en tant que gestionnaire de l'urbanisme, de demander la permission chaque fois que je veux donner un permis de construire. Par ailleurs, le premier magistrat municipal de la ville de Douala rappelle que le terrain au centre de la fâcherie est une propriété des douanes camerounaises par ricochet du ministère des Finances et non de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Alors après le passage du Premier ministre, après une compassion vis-à-vis de nos compatriotes, que les gens disent non, on ne veut pas que le site soit là. Je crois qu'ils se sont trompés un peu de chemin. Deuxième sujet qui enflamme l'opinion, et en particulier les habitants de Douala-Bonabéry et les usagers de la pénétrante ouest. Les inondations sur le nouveau pont sur le fleuve Vouri, entré en service il y a quelques mois. Le préfet du Vouri et le délégué du gouvernement réitèrent que ces inondations ne sont nullement dues à une mauvaise exécution des travaux. Au-delà de ces deux questions d'actualité brûlantes dans la ville de Douala, ce premier conseil de communauté a vu le compte administratif 2018 adopté à la somme de 33 421 millions de francs en recettes et 30 21 millions en dépenses. Une adoption qui vaut quitus au super-maire de Douala de poursuivre la mise en œuvre du budget 2019. Et sur les inondations qui empêchent la circulation sur le nouveau pont sur le Vouri, je vous propose de suivre les explications du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Frit Netonnet. Pour ce qui est des inondations du pont sur le Vouri, c'est la partie terre ferme de ce pont qui subit les inondations chaque fois qu'il y a une grande pluie. Parce qu'un exutoire est bouché à une hauteur d'un peu plus d'1 mètre par la canalisation d'eau, la grande canalisation d'eau qui part de Yato et qui irrigue toute la ville. C'est un problème qui est identifié depuis, mais c'est des contretemps entre la disponibilité de l'entreprise chinoise qui a réalisé les travaux pour le compte de Kangwata et les contraintes de calendrier de l'entreprise Satom qui a réalisé les travaux de pont. Satom avait un cahier de charges qu'il a rempli pratiquement à 99% puisque la réception provisoire a été prononcée. Aux dernières nouvelles, donc, les dispositions sont en train d'être prises pour le déplacement de ce grand tuyau. Les équipes sont même sur place du ministère des Travaux publics, les équipes de Kangwata, pour que ce grand tuyau soit déplacé. S'il n'est pas déplacé, les eaux ne peuvent pas s'écouler. Sinon, il n'y a aucune malfaçon dans les travaux de notre cher deuxième pont sur le Vouri et ses annexes. La ville de Douala s'excuse, désolé, auprès des usagers qui
ont des plaisirs un peu teintés. Quand il ne pleut pas, on savoure le fait qu'on traverse Bonabéry dans les deux sens en moins de 5 minutes. Mais quand il pleut, on est dans l'inondation. C'est comme si on fait des choses assez fragiles. Donc c'est une situation qui sera jugulée et on s'en excuse. Autre actualité au cœur de ce journal, les acteurs de la filière riz rassurent quant à la disponibilité de ces denrées de grande consommation pour les 5 prochains mois. Cependant, les importateurs interpellent le gouvernement camerounais sur l'urgence d'améliorer la production locale et de réduire l'agression fiscale au risque de voir le coût actuel remonter au détriment des consommateurs. Le reportage de Marcelin Gansop. Les consommateurs n'ont pas de souci à se faire. Le riz est disponible en quantité, en qualité et à bon prix, au moins jusqu'au mois de septembre 2019. Mais cette disponibilité du riz ne résout pas le problème de fond, qui demeure l'incapacité de la production locale à satisfaire une demande sans cesse croissante. Partant d'une consommation mensuelle de 47 000 tonnes, avec une production annuelle qui n'atteint pas les 300 000 tonnes, ça signifie simplement qu'on a besoin de 60% de riz importé. Et c'est ce qui justifie le rôle que le groupement des importateurs de riz a à jouer. Il faut donc produire plus pour réduire les importations. Le conseil de cabinet du mois de mars vient de le réitérer pour la énième fois. Mais ça reste dans les discours, puisqu'aucune action concrète n'est engagée pour améliorer la production locale des denrées de grande consommation, dont le riz. La chance que notre pays a, c'est qu'on peut avoir désormais du riz pluvial et irrigué. Et que les opérateurs du groupement des importateurs de riz ont déjà dit de façon publique qu'ils n'attendent que la mise à disposition des terres, c'est-à-dire une facilitation qu'il y aura autour de la production du riz. Parce que c'est un métier, ils veulent bien migrer. Donc vous comprenez que la balle est dans le camp du gouvernement. Il faut qu'on passe de la volonté affichée à la volonté manifeste, c'est-à-dire qu'on implémente des solutions qui sont avancées, mais qui restent dans des sacs pendant des années de façon insoupçonnable. Difficile dans ces conditions de maintenir les prix actuels sur une longue durée. Ce d'autant que les importateurs rencontrent beaucoup de difficultés. Nous sommes partis de 0% après les émeutes de la faim en 2008 à 5%. Et c'est pour cela que les opérateurs ont pris la peine de relever que même s'ils sont restés citoyens, en maintenant le niveau des prix, il faut bien qu'on sache que des difficultés liées à la rareté des devises que nous connaissons, aux difficultés de transfert et aux transferts extrêmement longs, au relèvement des frais portuaires à près de 250%, sont des éléments qui peuvent justifier à un moment donné la volonté de sortir du niveau des prix où on se trouve. Ainsi, le groupement des importateurs de riz sollicite l'intervention du gouvernement pour la mise en place d'un canal au niveau des banques commerciales et à la BEAC pour une priorisation lors des transferts et à des coûts raisonnables. Il sollicite également l'annulation de l'augmentation des frais dans l'enceinte portuaire et le maintien des délais de franchise à 90 jours. Enfin, une taxation du précompte basée sur les marges dégagées et non plus sur le chiffre d'affaires. Et dans un tout autre registre à présent, le ministère de la Justice tend sur les huissiers de justice et agents d'exécution. La tutelle les accuse de délivrer des experts aux missions diplomatiques en totale violation de la réglementation en vigueur. Élu au terme de l'Assemblée générale tenue ce samedi à Yaoundé, Samuel Enamé, nouveau président de la Chambre nationale des huissiers de justice, entend donc promet de faire régner l'ordre et la discipline dans les rangs. Élisée Borbaï Aïe Cyril. Des accolades en n'en plus finir pour maître Samuel Enamé. Il vient d'être porté à la tête de la Chambre nationale des huissiers de justice et agents d'exécution du Cameroun. Dans l'euphorie de son élection, le nouveau président pense déjà à ses premiers chantiers. Les chantiers, ils sont nombreux. D'abord, il faut mettre en place une nouvelle gouvernance. Gouvernance qui est faite de transparence. Et il s'agira également de mettre en place un système de gestion participative. Parce que la Chambre appartient d'abord aux huissiers de justice et c'est pour leur intérêt qu'il y a lieu de travailler. Leur intérêt seulement. Maître Samuel Enamé remporte l'élection avec 139 voix contre 103 pour son adversaire,
le désormais ex-président Maître Alain Ngonga. Il prend la tête d'une corporation qui n'a toujours pas brillé par son exemplarité, toute chose ayant d'ailleurs fait sortir de ses gonds le ministère de tutelle. Avec l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacités sous la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires aux missions diplomatiques et organisations internationales auxquelles ont pris part les huissiers de justice, ainsi que le rappel à l'ordre de certains huissiers de justice à travers le président de la Chambre nationale et le procureur général de la Cour d'appel du Centre. Ces derniers continuent à adresser des experts directement au ministère des Relations extérieures, en violation de la loi. La remarque du ministère de la Justice sonne comme un avertissement pour le nouveau président. Maître Samuel Enamé doit mettre l'ordre et la discipline dans les rangs. Il y a la discipline, il y a l'éthique, il y a la déontologie qu'il faut travailler, et ça c'est également un chantier que je vais mener pour que le corps soit assaini et que nous mettons hors d'état de nuire ceux qui veulent ternir l'image de l'huissier de justice au Cameroun. La vie n'est pas tout à fait rose dans la grande famille des huissiers de justice et agents d'exécution au Cameroun. Au moment où le nouvel exécutif prend fonction, plusieurs huissiers sont encore en attente de charge. C'est aussi l'un des éléments sur lesquels Maître Samuel Enamé et son équipe seront jugés à la fin de leur mandat. Et en santé, une campagne de proximité pour traquer la tuberculose dans certains quartiers précaires de la ville de Yaoundé. Elle vient d'être lancée à l'initiative de certaines organisations de la société civile. Une cinquantaine d'agents communautaires vont s'atteler à relever les cas suspects et à référer dans des formations sanitaires appropriées. Joël Essengue, Marcelin Gansop. Avec 23 741 nouvelles infections en 2018, la tuberculose reste une sérieuse menace à la santé des populations. La région de l'extrême nord, plus les villes de Yaoundé et de Douala, représentent à elles seules environ 45% des cas dépistés l'année dernière. Des données qui rappellent l'urgence d'agir, ce d'autant que des cas de rechute sont enregistrés, sans compter les malades qui s'ignorent. Il est temps que chacun prenne les dispositions pour que la lutte contre la tuberculose ne devienne pas seulement une politique. Que chacun à son niveau prenne la mesure de ce qu'il a à faire pour que nous puissions détecter tous les cas, que nous puissions les référer dans une formation sanitaire où ils peuvent être diagnostiqués et traités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la tuberculose a un traitement. Ça veut dire que le problème a une solution. Elle est guérissable et le médicament est gratuit sur toute l'étendue du territoire depuis 2004. Le renforcement des activités communautaires fait partie des stratégies de lutte contre la tuberculose. D'où cette campagne de sensibilisation qui prend la forme d'un diagnostic de proximité dans les quartiers précaires de Yaoundé. La CAPMAFOR et ses partenaires vont mobiliser les ACRA, ce que nous appelons les agents communautaires pour la recherche active de la tuberculose. Alors ils vont se déployer dans les quartiers de la ville pour pouvoir faire du porte-à-porte, informer, sensibiliser, orienter tous les cas suspects que nous pouvons rencontrer. Donc nous avons mobilisé actuellement plus de 50 ACRA qui vont se charger de cette distance sur le terrain. Il est question pendant 3 jours d'identifier de potentiels malades et de les mettre sous traitement. Si vous avez une toux qui commence à crainer, si s'ajoute la fièvre, un amaigrissement et des sueurs nocturnes, ça pourrait être une tuberculose. Donc même si ce n'est pas encore tous les 4 signes, même si vous avez seulement 2 de ces signes, vous vous rapprochez d'une formation sanitaire. Là-bas, on va vous diagnostiquer. Si jamais c'est la tuberculose, on vous mettra sous traitement. Les enfants sont au cœur du dispositif de prévention de la tuberculose, puisqu'ils représentent entre 5 et 12% du total des cas notifiés. Une attention particulière est également portée sur les cas de co-infection avec le VIH. 31% de cas notifiés en 2017 souffrent en même temps de la tuberculose et du VIH. Un mauvais mariage qui peut s'avérer fatal, d'où l'urgence d'agir pendant qu'il est encore temps.
Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Don Senazé. Exactly, Nadine Yambo. Good evening to you once more, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. We begin with this sad incident. It is 4 children who have perished today in the New Bell neighborhood in the Douala 2 municipality. They were trapped in an abandoned vehicle. It was later discovered by the population. Details with Manju Kangebro. It was a curious crowd that gathered around the College Evangelique campus in New Bell, all surprised about the macabre discovery made in a vehicle. 4 kids whose ages ranged from 2 to 5 years respectively. According to this commercial bike rider, some kids were about crossing the road around the area where the parked car was. One of them stood in front of the car and told his brother that there were children in the vehicle. The kids, reports say, were playing in the vehicle when the door blocked and the children were trapped inside. The scorching sun, reports say, must have suffocated the children. After a thorough search during the day, it was in the late hours of Friday evening that they were discovered. 2 out of the 4 children who died belonged to the same mother. For now, the cause of the demise of these 4 kids is not yet known, as investigations are ongoing. Relatives still mourn the death of their loved one, and equally son stabbed to death at the government Balingwa High School Daido yesterday by 3 of his schoolmates, 2 of them expelled during the first term and 1 still a student of the institution. The crisis meeting held is ongoing at the Daido District Hospital where the victim died. It is being presided over by the Littoral Regional Delegate of Public Health. It is attended by the hospital officials and authorities of government's Balingwa High School Daido. Resolutions are still highly awaited. Cabral Libi, candidate of the last presidential election for the Universe Party, was on the school campus earlier today where he met with the school personnel. The murderers are under detention, and mother of one of the culprits who learned of her child's arrest developed trauma and was conveyed to the hospital. Meantime, the parents of the victim, the son who was stabbed to death, are still in grief. Still talking about the certain note, the Social Democratic Front is mourning the death of one of its members, the Honorable Joseph Banazem Lukong of the Bui Division Northwest Region. Died early today at the Yaoundé General Hospital after a long illness. And Honorable Joseph Banazem was SDF's parliamentary leader and communication officer of the National Assembly. His death comes days after another SDF staunch member, Lawton Same, deputy mayor of the Douala 1 subdivision, died, and also the senior divisional officer of Fako division, Zhang Tua, is no more. Zhang Tua died in Yaoundé after a protracted illness. Before he died, he was serving as an advisor to Elections Cameroon, Elekam. And now we talk about the CURM, that's the Cameroon Renaissance Movement Opposition Political Party. To tell you how the party, being led by Professor Maurice Kamto, says he will not be participating in the upcoming regional elections if they are organized before municipal and legislative elections. They took the decision in a strategic meeting in Yaoundé recently. For me, I'm Johnson Hasmo. The bills for the putting in place of regional councils and another for the allocation of resources to run these councils, which are currently being discussed at the National Assembly, implies that regional elections will soon be organized in Cameroon. But at the level of the Cameroon Renaissance Movement political party,
Party officials say they are against the organization of regional elections before the renewal of the mandates of municipal councillors that got expired since 2018. The party promised to oppose such plans through every constituted means and condemns the fact that illegitimate municipal councillors or the Electoral College should decide regional councillors for a period of 5 years in Cameroon. Following the saturated electoral calendar of 2018, President Paul Biya extended the mandate of municipal councillors for a period of 12 months. Apart from the circumstances surrounding the contested possible regional elections in the country, the party is also worried about the disturbing socio-political situation of Cameroon, especially the Anglophone crisis. The CRM party denounced what they qualify as repeated attacks on its supporters and sympathizers. They say several militants and sympathizers have been banned from traveling out of Cameroon, and it is possible that the list could be longer since they have not always been notified. Despite the challenges, the Cameroon Renaissance Movement's political party say it will not give up. The party has announced plans to reactivate their nationwide peaceful protest demonstration beginning April 6th. The national executive of the CRM political party has given orders to its grassroots militants to begin applying for authorization at various levels for the peaceful protest demonstration. And now the Human Rights Watch in its latest report has accused the Cameroon's security and defense forces as well as separatist fighters for the gross human rights violations in the two English-speaking regions of Cameroon. In the report, it states that hundreds of civilians have perished in the crossfire between separatist fighters and the military. More in this report. According to the Human Rights Watch in its recent report published March 28, 2019 on the Anglophone crisis, at least 170 civilians have been killed in over 220 incidents of the armed conflicts since October last year. The Human Rights Watch accuses government forces in Anglophone Cameroon for the killings, use of indiscriminate force, and burning of hundreds of homes over the past 6 months. The group says it based its findings on interviews with 140 victims, family members, and witnesses between December and March. According to the Human Rights Watch report, still, another 31 members of the security forces were killed in operations between October and February. It indicates that the death toll is most likely to go higher as the armed conflict continues. The HRW also blamed separatists for assaulting, kidnapping dozens of people during the same period, executing at least 2 men. According to the group, the government defending itself sent a letter denying exactions by the army described in the Human Rights Watch report. The conflict broke out in October 2017 when the Anglophone separatists launched an armed campaign when military bullets began raining in the northwest and southwest regions. The International Crisis Group noted that the death toll since the start of the fighting has topped 500 for civilians and more than 200 for members of the security forces. Meantime, Lewis Mudge, Human Rights Watch Central Africa Director, stressed on the fact that Cameroon's authorities have an obligation to respond lawfully and to protect people's rights during periods of violence. It adds, the government's heavy-handed response targeting civilians is counterproductive and risks igniting more violence. The implementation of reforms remained a major problem to the growth of the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) several years after adoption. Most reforms like that of free circulation are yet to be fully implemented, and pre-CEMAC is worried about it, or Prev-CEMAC is worried about it. For me, Armstrong Sanda reports once more. The pace of progress made at the level of the promotion of structural reforms, physical and commercial integration,
remains low within the Central Africa Economic and Monetary Community (CEMAC), despite commendable effort made at the level of economic growth. If you see all the reports of the international financial community, you will see that we are no longer in a recession. We have been making some progress. But the movement is slow, and the consequences cannot be those expected. These, among other problems, are preoccupying to members of the body in charge of the implementation of reforms of the sub-region, PREF-CEMAC. We have, during this meeting, to think seriously of what we are going to propose to our head of states, because they are waiting for us. You see that the meeting in N'Djamena was last Sunday, and already today we are here, and the meeting of the minister will be Sunday. So they are working seriously on the question. The N'Djamena meeting of heads of state encouraged all states and all CEMAC economic, monetary and financial institutions involved in the implementation of CEMAC programs to continue their efforts to strengthen the sustainability of public finances and the coverage of currency. They discussed the repatriation of export earnings, especially from large companies, and also had a lot to say on free circulation, which is still a problem within the sub-region. Experts from PREF-CEMAC, who are currently meeting in Douala, wants to find a winning formula for the sub-region, especially within the context of these goals set for 2019. We are going to concentrate, all the regional institutions will be concentrated mainly on the promotion of structural reforms. Secondly, promotion of integration. What are the measures that should be taken today in order to promote, to accelerate the implementation of structural reforms and integration, physical integration, commercial integration in our region, so that our population can benefit from this progress made. PREF-CEMAC, which was highly applauded by heads of state in N'Djamena recently for their achievement, is in Douala to study the annual report, analyze progress made, identified problems encountered, and chart a way forward on the implementation of new regulations made during the 14th Summit of Heads of State in N'Djamena, Chad. And that's it for this 8 p.m. Bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening and a happy Sunday in advance. Nadine Yambou, happy Sunday in advance. Merci Innocent Nazé, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes.